messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV. Bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Parole panafricaniste. Nous nous intéressons encore aujourd'hui à Cheikh Anta Diop. Nous parlons de son centenaire qui est célébré d'ailleurs au Sénégal tout au long de la semaine. Le renouveau de l'Afrique, quels enseignements peut-on tirer de la vision de Diop pour l'avenir du continent? Nous nous interrogeons encore. L'éducation en Afrique était le thème de la conférence du samedi 20 février dernier au Monument de la Renaissance dans le cadre des rendez-vous de l'Afrique consciente qui ont lieu tous les troisièmes samedis de chaque mois. À l'occasion, l'Afrique consciente prône l'intégration de l'enseignement de Cheikh Anta Diop dans le système éducatif africain. Gaïndé Ndiaye, activiste panafricaniste, professeur en sciences politiques à l'ISM, a fait une brillante intervention ce jour-là dont le titre était « L'école africaine de la pédagogie critique à la libération ». Il a retracé l'histoire de la transmission de la connaissance de l'Égypte antique à nos jours. Il a décrit la verticalité du savoir. Selon lui, dans le système traditionnel africain, notamment en Égypte, la transmission du savoir suit un système holistique qui fait appel à l'éveil du savoir qui est déjà ancré en l'individu. Plus tard, les Grecs se chargeront de la démocratisation du savoir. À travers une description de la cérémonie Swigi, les Dogons organisés tous les 60 ans, narré par Marcel Griot, il a su prouver que l'Afrique, au-delà de l'Égypte ancienne, est dotée d'une science qu'il faudrait redécouvrir en fouillant sous les traditions. La pédagogie des opprimés de Paulo Freire était un rendez-vous mettant en exercice, surtout en exergue, l'importance de la libération de l'esprit afin de permettre, on va le dire ainsi, au savoir de donner libre cours et de continuer à l'épanouissement de l'individu, tandis que ce dernier se dote d'un esprit critique pour faire la part des choses. Ndiaye a été donc son intervention de questionnement. L'école est-elle pour être formée, se transformer ou être formatée? Selon lui, une révolution devrait s'opérer en Afrique afin de transformer le mécanisme de cette éducation, afin de permettre un échange à part entière entre l'élève et son maître, l'enseignant et l'étudiant, tout en encourageant la créativité. Puis vers l'intervention, on va le dire, de plusieurs autres personnes qui ont mis en exergue ce que Cheikh Anta Diop a toujours recherché pour le continent noir. En tout cas, pour bon nombre d'Africains qui suivent d'ailleurs les travaux de Cheikh Anta Diop, qu'on appelle les Diopiens ou encore les Dioptistes, c'est un cancer profond qui ronge aujourd'hui le continent et le plonge dans le malaise depuis des décennies. C'est le cancer de la géographie européenne apprise par cœur, par les Africains, le spectre de ces rois et grands hommes européens qui squattent la tête de nos enfants nuit et jour alors que les nôtres en sont totalement absents. C'est le cancer de cette éducation à l'européenne qui dit à nos enfants que le Saint Graal est d'aller étudier après son bac ou d'aller travailler en Europe, coûte que coûte, au péril de sa vie. C'est ce cancer qui insidieusement montre à nos enfants des images falsifiées d'eux-mêmes quand ils se regardent dans le miroir. C'est le cancer de la perte d'identité et des valeurs africaines qui crée un dysfonctionnement et une dissonance grave dans la tête de tous les Africains. Les politiques publiques doivent s'atteler à une refonte courageuse de tout le système éducatif, sinon rien ne fonctionnera plus jamais dans ce vieux corps malade. Il est plus que temps, oui, pour que les Africains reprennent courage, reprennent justement leur identité entre les mains et reconnaissent leur essence et ils se disent à eux-mêmes que l'Afrique est en eux, l'Afrique est autour d'eux et l'Afrique c'est pour eux. Comme disait Malcolm X, il est vraiment idiot de confier à son ennemi l'éducation de ses enfants. Cette aliénation nous conduit par exemple sous couvert de conservation de patrimoine historique, à avoir une énorme statue d'un des plus grands bourreaux de nos ancêtres qui trône en 2016 sur la plus belle place de Saint-Louis, et pire encore avec une plaque à Louis Faidherbe, le Sénégal reconnaissant. Allez savoir justement ce qui se cache derrière. Là, on ne peut pas pousser plus loin l'aliénation, n'est-ce pas? Glorifier nos bourreaux. C'est comme si aujourd'hui on faisait lire et aimer Mein Kampf aux enfants juifs. C'est aberrant, n'est-ce pas? À vous de me répondre. Avez-vous remarqué que par contre, nos rois sont toujours présentés comme des despotes sanguinaires et injustes envers leur population, coupant des têtes pour un oui ou un non? Avez-vous remarqué notre spiritualité ancestrale est présentée comme de l'animisme et de la sorcellerie?
Les mots sont des armes redoutables et ces mots qui nous méprisent pilulent dans notre système éducatif et dans nos systèmes de référence, dans notre subconscient. Je reprends ci-dessus, on va le dire ainsi, certains passages de plusieurs articles écrits par Kadim Diaye, historien et spécialiste du Cheikh Anta Diop, qui habite au Canada. Dans une lettre du gouverneur du Sénégal et dépendance et de l'AOF, Afrique occidentale française, Jean Jubelin, du 23 mars 1829, adressé au ministère de la Marine, il est écrit, et je cite, « Amener les habitants indigènes à la connaissance et à l'habitude du français et associer pour eux à l'étude de notre langue, celle des notions les plus indispensables, leur inspirer le goût de nos biens et de nos industries. Enfin, créer chaque année parmi eux une pépinière de jeunes sujets propres à devenir l'élite de leurs concitoyens, à éclairer à leur tour et à propager insensiblement les premiers éléments de civilisation européenne chez les peuples de l'intérieur, tels devaient être les fruits du nouvel établissement. » Vous comprenez ce qui se passe justement sur le continent. Voilà pourquoi l'enseignement de Cheikh Anta Diop doit être intégré dans le système éducatif en Afrique. Cheikh Anta Diop a fait le constat du dépérissement de la personnalité de l'Africain, du Noir en général, qui a un besoin réel d'être renforcé par la mise en place d'un cadre culturel approprié. Il dit, la personnalité du Noir, écrit-il, est la plus délicate, la plus délabrée de toutes. Comparée à celle des autres ex-colonisés, ces derniers bénéficient en général d'un cadre culturel et d'une superstructure moins entamée qu'il faut souvent recréer ici. La création d'une conscience collective nationale adaptée aux circonstances et la rénovation de la culture nationale sont le point de départ de toute action progressiste en Afrique noire. C'est le moyen de prévenir les diverses formes d'agression culturelle. Eh bien, nous nous posons donc cette question. Le renouveau de l'Afrique, quels enseignements peut-on tirer de la vision de Diop pour l'avenir du continent? Et je parle bien du continent noir. Et pour répondre à nos questions, nous sommes avec le docteur Jean-Paul Bellec, il est astrophysicien, lui également un diopien, pour ne pas dire un diopiste. Docteur Jean-Paul Bellec, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour à tous nos téléspectateurs de l'émission Parle aux panafricanistes sur Panafricaniste TV. Bonjour à notre équipe technique, en particulier Jires. Je t'écoute Steve, mais si tu me permets, j'aurais juste voulu faire une remarque, mais peut-être que avant tu me poses la question. J'ai écouté ton chapeau. Il y a des choses que nous répétons parce qu'on a été à l'école, justement. Voilà, les agressions culturelles, tu vois. Mais sauf que ce n'est pas seulement vis-à-vis des Africains. Là, c'est même par rapport aux Européens. C'est quand tu apprends des choses quand tu es tout petit, et même quand tu es plus grand, on te l'apprend. Tu es passif quand on t'apprend. Et si tu prends pas la peine d'y réfléchir après, tu vas justement répéter. En fait, c'est ce qu'on appelle la culture. La culture, comme on dit en français, c'est ce qui reste quand on l'a tout oublié. Tu vas quand même répéter, parce que tu n'y as pas réfléchi. Réfléchissons 2 secondes. Les Grecs n'ont jamais démocratisé la connaissance. Ils l'ont eu en Égypte, mais ils l'ont pas démocratisé. En Grèce, c'est faux. Non, ils n'ont pas démocratisé. Parce que, par exemple, imagine, par exemple, je prends par exemple Aristote, là. Mais il faut payer Aristote pour qu'il t'enseigne. Si tu payes, est-ce que tout le monde avait les moyens de payer? Pas du tout, c'est faux. Non. Prenons Pythagore. Pythagore dit, lui, oublie même qu'on te paye, oublie même qu'on paye. Mais il y a quand même un critère de sélection, donc il prend pas tout le monde. Il dit... Nul n'entre aussi s'il n'est jeune. Merci, c'est la bonne phrase, c'est ce que je veux sortir. Et on dit qu'il a mis sur son fronton, là, ok? Alors que lui, non, il est démocrate, là. Il prend tout le monde. Mais comment on peut répéter des choses comme ça, Steve? Il faut réfléchir 2 secondes. Quand l'école est finie, tu retournes à l'école critique de ce que tu as appris. Avant que toi-même tu ailles le répéter aux autres. À chaque fois, même la chose la plus simple, mais ça a valu sa célébrité à Albert Einstein. Ben, tout le monde apprend le temps, l'espace, tout et tout. Sauf que Einstein, lui, c'était une obsession. Les autres, ils trouvent qu'il n'y a pas de questions à poser. On te dit, l'espace, tu connais, non? Le temps, tu connais, non? Non. Lui, il se dit, mais attends, les choses, ça c'est quoi? Il réfléchit, il voit que par rapport à ce qu'il a appris, ça peut créer une contradiction. Et la seule façon d'y sortir, c'est de voir que l'espace et le temps font un continuum qu'on appelle le continuum espace-temps. Mais ça, c'est célébrité, quoi. Donc la relativité restreinte plus générale, voilà. C'est juste qu'il a reçu des idées, quoi. Mais parfois, il faut interroger les choses qu'on a apprises, même à l'école primaire. En fait, les choses qu'on apprend à la tendre enfance sont celles qu'il faut d'abord réviser. Parce que c'est là que le tout s'installe. Et c'est sur ça qu'on va bâtir pour aller plus loin. Je t'écoute, Steve. Très heureux de vous avoir, Dr Jean-Paul Bellec. Le renouveau de l'Afrique, quels enseignements peut-on tirer de la vision de Cheikh Anta Diop pour l'avenir du continent? Énorme, beaucoup d'enseignements.
D'abord, c'est d'abord quelqu'un qui est pluridisciplinaire. Dans ton chapeau, tu as parlé, il y a un monsieur qui a parlé de connaissances holistiques. Voilà. Donc, c'est quelqu'un de pluridisciplinaire. Tu as parlé également des Dogons, la fête du Sigui. Normalement, la fête du Sigui, on l'attend en 2027. Donc, l'année prochaine, c'est 2024, il va rester 3 ans. Donc, c'est tous les 60 ans. Le dernier Sigui, en tout cas, si je prends la date où ça a été filmé par Jean Rouch 1167, voilà. Donc, on attend le prochain, plus 60, ça fait 2027, hein. Bon. Ou peut-être avant. Peut-être que Rouch a filmé ça en retard. Donc, c'est entre 2024 et 2027. Parce que ça doit se jouer vers le mois de juillet. Donc, mais ça, c'est un phénomène important, Steve. Rien que ça, là, prouve que l'Afrique a des connaissances. Et des connaissances, il faut dispenser. Moi, j'avais un projet au Mali, c'est pour lequel on m'a donné là-bas un terrain de 1,5 hectare à Sanga, en pays d'Ogon. Les chefs de grandes familles sont réunis pour me donner ce terrain. 2 fois, on a signé les papiers de cessation de terrain. Première fois, avec les chefs de grandes familles qu'on appelle les chefs de Guina, et le maire de Sanga. Et deuxième fois, le sous-préfet dit que non, vous recommencez, parce que lui aussi, il veut mettre sa signature. Mais ça donne encore plus d'importance aux documents. C'est ce qu'on a refait. Les chefs de grandes familles sont déplacés. Moi aussi, j'étais à Paris, je suis revenu. On a refait les papiers. Mais le projet a été bloqué. Hein? Je ne vais pas donner les noms ici, mais ça a été bloqué. C'est plus tard que j'ai compris. Ça ne pouvait pas aboutir dans le contexte malien de l'époque. Voilà. Mais au niveau des Africains, la conscience était claire. Et là, justement, à Sanga, il y a un site astronomique, là. Les Dogons ont des connaissances astronomiques extraordinaires, Steve. Et si eux les ont, il faut pas voir ça comme uniquement lié aux Dogons. C'est cette diversité de l'Afrique. L'unité dans la diversité. Qui fait que là où les autres le perdent, par exemple, tu as parlé de Faidherbe, peut-être la fait trop un tir de canon énorme là-bas qui fait que les gens, ils ont été déboussolés. Oui, mais les Dogons qui sont dans les falaises, eux, ils ont conservé. C'est-à-dire que les connaissances que les Dogons ont en main, c'est des connaissances qui étaient assez répandues en Afrique. D'ailleurs, quand on regarde un peu, on voit que d'autres peuples maliens ont des connaissances astronomiques, mais moins bien fournies que chez les Dogons, c'est tout. Mais c'est-à-dire que les Dogons, c'est une trace qui a été préservée jusqu'à la fête, jusqu'au masque. Tout ça va avec le Sigui dont tu parles. La fête du Sigui est basée sur la connaissance d'une étoile qui n'est pas visible à l'œil nu. Et comment eux savent qu'elle existe? La découverte, on appelle maintenant Sirius B, puisque le Sirius, dans la nuit, c'est l'étoile la plus brillante du ciel lorsqu'elle est là. Oui, Sirius, on l'appelle A, celle-là. Elle est bien visible. C'est dans la constellation du Grand Chien, comme on l'appelle. Okay? Et ici, elle est assez visible. Tu regardes vers le sud, tu vois, voilà. De la France, parfois, elle est visible aussi, tu vois, en regardant vers le sud, mais ça peut être plus difficile, parce qu'en France, on monte beaucoup plus au nord, comme c'est une constellation du sud. Elle passe au zénith autour de 17 degrés de latitude sud, voilà. Donc, cette étoile-là, qui est la plus brillante du ciel, a un compagnon, qu'on appelle Sirius B. C'est une naine blanche, Steve. Le fait que ce soit une naine blanche n'est connu que vers la fin des années 1930. C'est là qu'on commence à étudier réellement comment se forme une étoile et comment elle meurt. Une naine blanche, c'est une étoile morte. Il y a plusieurs façons de mourir d'une étoile. Ça, c'est une façon de mourir. On meurt comme une naine blanche. C'est ce qui attend le soleil. Bon, sois tranquille. Il reste encore 10 millions d'années, 10 milliards. Et bon, c'est tranquille, c'est pas pour aujourd'hui. Voilà. Et d'autres façons de mourir, de façon spectaculaire, c'est ce qu'on appelle les supernovae, hein. Là, tu vois, ça brille de 1000 feux dans le ciel. Alors, ils connaissent cette étoile qui n'est pas visible à l'œil nu. Mais comment ils ont fait pour la connaître, Steve? Ils avaient des instrumentations. Bon, on a trouvé, d'ailleurs, si tu vas à Moscou, tu peux voir ça, une lentille. Donc, on dit que c'est les Hollandais qui ont fabriqué la lunette astronomique qu'après Galilée va reconstruire et braquer sur Jupiter, où il découvre qu'il y a 4 lunes. Jupiter a 4 lunes, qu'on appelle les lunes joviennes. Voilà. Mais galiléen même, puisque c'est le nom de Galilée. Mais en fait, non, parce que si on trouve des lentilles en Égypte, ça veut dire que peut-être les Égyptiens eux-mêmes fabriquaient des lunettes astronomiques. Donc, les Hollandais, il y a eu beaucoup de pillages. Je peux parler de Newton aussi. Quand tu vois qu'il y a eu beaucoup de pillages des connaissances en Afrique. Beaucoup d'Européens étaient au courant des connaissances égyptiennes sans le dire. C'est pas seulement les Grecs qui s'en appropriaient sans le dire, d'où ils ont pris ça. Mais même les Newton, les gens qui fabriquent les lunettes en Hollande, là on est là au XVIe siècle. Non, je pense que les connaissances égyptiennes, ils ont seulement... Parce que quand tu prends par exemple ce qu'on appelle les chiffres arabes, regarde bien ces chiffres, c'est du démotique.
C'est du démotique, c'est connu. Donc, c'est dérivé des chiffres égyptiens. Et pourquoi la bibliothèque a été brûlée 3 fois? Mais les gens qui brûlent la bibliothèque, c'est pour prendre possession des connaissances et s'en approprier et revendiquer comme si c'était eux. Il n'y a pas un avant. Oui, c'est une façon d'effacer la trace de l'autorité. Voilà. Donc, sur ce point-là, les Dogons connaissent une étoile qui passe vivre. Et maintenant, et puis c'est lié à l'Égypte ancienne. Le calendrier que nous utilisons aujourd'hui, là, par exemple, quand on dit que aujourd'hui c'est le 27 décembre 2023, ce calendrier-là, qui a 12 mois, qui alterne entre certains de 30 jours, d'autres de 31, et février, qui a tantôt 28 ou 29 jours. Ok? Ce calendrier-là, à la base, c'est un calendrier égyptien. En Égypte ancienne, on a un calendrier civil de 365 jours. Ok? J'ai pas dit, l'année bissextile n'existe pas là. Tu vas voir d'où elle vient l'année bissextile. C'est une année civile de 365 jours. Comme on applique le principe de Ma'at, il y a 12 mois. Et quand on applique le principe de Ma'at, chaque mois a exactement 30 jours. Parce qu'un mois n'est pas privilégié à un autre mois. C'est pas tout. C'est pas des mois de 7 jours, c'est des mois de 10 jours. De sorte que quand on commence une semaine dans un mois, c'est une semaine de 10 jours. Les Français appellent ça décan. On termine la semaine dans le même mois. Ça ne chevauche pas. Avec 7 jours, ça se chevauche. Pas avec 10 jours. Ça ne se chevauche pas. Puisque 10 fois 3, 30. T'es d'accord? Il y a 3 blocs de 10. Donc ça ne chevauche pas. C'est le principe de Ma'at qui est mis en jeu, là. Et finalement, quand tu finis l'année, ça ne fait que 360 jours, Steve. T'es d'accord? Si tu fais 12 mois de 30 fois 12, ça fait 360. Il n'en manque que 5. Et d'où viennent les 5? Parce que l'année n'est que le fait que la Terre tourne autour du Soleil. Hein. Elle fait une boucle, elle revient au même point. En fait, qu'est-ce qu'on fait? On vise une étoile. C'est que tu attends que ton méridien, la nuit, passe devant une étoile. Tu la prends comme référence. Comme si tu prends l'étoile la plus lointaine possible. Parce que plus elle est loin, moins, pendant que tu bouges, elle aussi, elle bouge. Tu vois? Toi, tu bouges beaucoup plus que elle. Au bout d'une année. Et puis, tu attends de revenir. À quel moment tu auras fait un tour complet du Soleil et tu revois la même étoile qui passe par ton méridien. Bon, mais t'as bouclé une année. C'est tout. C'est ça l'année. Alors, donc, les 5 jours viennent d'où? Qu'est-ce qu'on fait des 5 jours? Ben, c'est 5 jours de fête. On est là, les fêtes de fin d'année, c'est une invention africaine. On fête d'abord Osiris, Osir. On fête ensuite Seth. Bon, lui, c'est Seth, hein, Séti. On fête ensuite Isis, Aset. On fête Nephthys, Nebhut. Et puis on fête Horus, Hor, l'enfant d'Osiris et Isis. Voilà. Et l'année est finie. On commence une nouvelle année. Donc les 5 jours sont, on dit Dieu, Hiru, Renpet, les 5 jours de l'année. Bon, en français, ils appellent ça les jours épagomènes. Bon, les épagomènes, c'est lié au fait grec. Voilà. Donc, c'est les 5 jours qui bouclent l'année. Donc l'année est de 365 plus 5. 360 plus 5. 360, c'est les 12 mois de 30 jours. Mais plus 5, l'appendice là, plus 5. Où on fait la fête pour commencer une nouvelle année. Tu vois que le fondement là, les autres là, ils font des fêtes, ils n'ont pas de jugement, ils n'ont pas de fondement sérieux, basé sur leur culture. Tu vois que chez nous, c'est clair, c'est bien fondé. On parle du principe de Ma'at, et puis on a la fratrie de 4 plus l'enfant. Ça fait 5. Ça permet de boucler l'année. Alors, maintenant, Steve, tu sais bien que ça ne marche pas tout à fait comme ça du point de vue astronomique. Hein? Puisque, vous savez, une étoile, c'est de l'astronomie. Tu sais qu'il y a un problème d'année bissextile. Donc, tous les 4 ans, nous, on a des années de 366 jours, non pas 365. Ça, c'est une condition astronomique. Parce que le mois, c'est la Terre, la Lune qui tourne autour de la Terre. Donc, ce mouvement de la Lune autour de la Terre, tu le projettes sur le mouvement de la Terre autour du Soleil. Et un autre mouvement, la Terre autour d'elle-même, qui est le jour. Tu vois, tu as un mouvement, la Terre autour d'elle-même. Le jour, ok? Rotation diurne, la Terre tourne autour d'elle-même. Là aussi, tu peux viser une étoile pour voir au bout de combien de temps tu bloques tu complètes la rotation pour faire une journée. Voilà. Bon, on dit ça commence à minuit, ça finit à minuit. Cette convention, commencer à minuit, finir à minuit, c'est égyptien. La reine moderne. Égyptien, le jour commence à minuit, finit à minuit et commence à minuit. Ça, c'est égyptien. C'est pas européen ou chinois. Non. C'est africain, donc. OK? Donc, la Terre tourne autour d'elle-même. Maintenant, elle tourne autour du Soleil. Pendant qu'elle tourne, la Lune tourne d'elle-même. La Lune, c'est le mois. Regarde comment tu dis le mot en bas ça. Son et les règles des femmes. Son, parce que les paroles sont à peu près les mêmes. C'est presque un mois. Ok? Bon. Donc, et même en français, les menstruations, mens en latin, c'est le mois. Mens en latin, ça a donné menstruation. Donc, c'est pas le hasard. Alors, donc, la Lune tourne autour de la Terre tourne autour du Soleil. Il faut projeter, et la Terre tourne autour d'elle-même. Les 3 mouvements sur le mouvement global de la Terre autour du Soleil.
Et tu vois qu'il y a un problème astronomique. D'où l'année bissextile. Sauf que l'année bissextile, c'est une idée égyptienne. À l'époque où Jules César fait sa cour à Cléopâtre, dans leurs amourettes là, Jules César sait que Cléopâtre a les grands savants, puisqu'elle est en Égypte. Elle lui soumet son problème. Le calendrier romain est tellement minable, 352 jours, tantôt les fêtes sont tellement, après, tu peux pas nous arranger ça avec tes savants. Faut pas dire, je vais te consulter, t'inquiète pas. J'ai ici un savant. Bon, on connaît pas le nom égyptien, mais l'histoire retient le nom de Socygène. Il l'appelle Socygène. Mais c'est un égyptien, hein. Bon, on lui présente à César. César dit, OK, voilà, va travailler avec mes prêtres là-bas. Et Socygène trouve la solution. Il dit, bon, ici, chez nous, comment on fait? Nous, on attend 1460 ans pour ajouter à la nouvelle année, au bout de 1400 ans, une année complète. Mais toi, Jules César, ta civilisation romaine là, n'a pas notre stabilité. Donc, toi, il faut faire moins. Parce qu'il n'y aura personne au bout de 1400 ans pour 10 fois ajouter une année. Alors qu'en Égypte, il y avait les prêtres égyptiens, c'est les savants. Au bout de 1400 ans, il y a un prêtre qui dit, il faut acheter une année là, complète. Ah oui, si tu es en 2432, là, ça devient 2433. Il y aura quelqu'un pour dire qu'il faut mettre une année. Parce qu'il y a un service permanent, sur la longue durée, qui veille à cela, qui regarde les étoiles toutes les nuits, et qui fait de l'astronomie. C'est clair, à cause de la stabilité du pouvoir égyptien. Alors, donc, qu'est-ce que toi, tu vas faire? Toi, tous les 4 ans, tu vas juste ajouter une année, ça ira. Pas une année, un jour. Un jour, ça ira. On fait le calcul pour montrer la brillance de l'idée. Et chez Quentin conclut, on parle de chez Quentin Diop, non? Qui peut le plus, peut le moins. Donc les Égyptiens n'ont pas appliqué à eux l'année bissextile, parce qu'ils pouvaient le plus. Mais ils l'ont donné aux Romains, qui peut le moins. Eux, ils pouvaient attendre 1400 ans pour ajouter une année complète. Mais les Romains ne pouvaient pas, donc il faut qu'ils fassent le moins. Et je vais te montrer que c'est équivalent. Tu vois, si tu ajoutes une journée, tous les 4 ans, tu fais ça comme ça, là, 365 fois, il se sera passé combien de temps? 4 ans fois 365, 1460 ans. Or, 365 jours, c'est une année complète. Tu vois que c'est pareil. Qui peut le plus, peut le moins. Ça, c'est le génie africain. Tu veux d'autres exemples? Je crois que celui-là est suffisant. Très suffisant. Merci d'avoir répondu à leurs questions. Merci, Steve. La patrouille ou la mort. Nouvelle grande force. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Bonne journée à toutes et à tous.